Mais quel titre! Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et nous allons passer 1h30 ensemble, la majorité du temps d'ailleurs dans les profondeurs du monde du vivant. Alors vous avez quand même beaucoup de chance dans cette session car vous allez commencer cette table ronde par une projection de la grande migration du vivant. Et comme on le voit à l'écran, c'est une mission d'Alexis Rosenfeld. Alors Alexis, tu fais partie de nos speakers, bien évidemment, avec Bill François et Fabienne Delfour. Concrètement, qu'est-ce que tu nous proposes durant ces 20 prochaines minutes que tu nous as concoctées spécialement pour nous ? Bonjour à tous. Cette grande mission, ce projet qui est piloté d'ailleurs avec l'UNESCO, c'est de raconter une histoire du vivant qui est absolument exceptionnelle. La grande migration du vivant, c'est une des plus grandes pulsions animales au monde. Alors on connaît évidemment les gnous, ces fameuses migrations de gnous en Afrique, et on n'a pas idée que sous la mer, en Afrique, juste 10% des sardines vont remonter le long de la côte est, la côte sauvage de l'Afrique, et vont être poursuivis par tous les plus grands migrateurs, les baleines, les requins, des dizaines de milliers de dauphins. Ça. Voilà, la grande migration du vivant. Alors on a enlevé le mot sardine run pour que ça soit un peu plus sexy qu'un anglicisme comme ça. Mais on aime parler anglais aussi à l'UNESCO. Oui, c'est très polyglotte d'ailleurs. Et donc cette histoire, c'est une histoire qu'on vit depuis maintenant presque un peu plus de 2 ans. On a fait plusieurs missions et on était le long de cette côte africaine à différents endroits en fonction des périodes pour avoir une histoire absolument complète. Dans l'intervention d'aujourd'hui, on aura la chance d'accueillir Bill François et Fabienne Delfour. Bill François qui est chercheur-auteur, Fabienne Delfour qui est auteur-chercheur, je ne sais pas dans quel sens il faut le mettre, qui est cétologue surtout, et qui nous ont accompagnés sur ce projet. La grande migration du vivant, c'est un documentaire de 52 minutes qui verra le jour sur la chaîne Arte en fin d'année. Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est 20 minutes, un extrait où on ne mettra pas en présence tous les intervenants dans cette grande migration, quelques-uns, et on va vous raconter une histoire assez folle, alors à la fois dans ce que vous allez voir, mais ce que je vous raconterai après, c'est ce que nous avons vécu, ce qui a été extraordinaire dans ces rencontres, nos peurs, nos risques et le temps qu'on a passé des fois pour sortir ou une photographie ou quelques secondes d'image. Et surtout ce que vous avez pu voir de ce monde du vivant également. Oui, ce qu'on racontera après, c'est justement l'impact du monde d'aujourd'hui sur cette grande migration et ce qu'on a du mal à imaginer. Forcément, à partir du moment où on est sous la surface, on s'en fout globalement un petit peu. Et il y a, je pense, moins de conscience ou moins de gêne à ce que ça soit complètement délaissé. Merci beaucoup Alexis. Donc maintenant, je vous souhaite une bonne immersion. Ensuite, il y aura notre table ronde et surtout, on va ouvrir à la salle. Préparez vos questions pour nos intervenants. À tout de suite. À tout à l'heure. Merci. 1, 2. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Moi aussi, je vous entends. Eh bien, merci beaucoup Alexis, Fabienne, Bill pour cette mise en bouche. Tout d'abord, un premier tour de table pour me dire ce que concrètement vous avez fait pour ce film documentaire. Alexis, la tête pensante. Alors, ouais, j'ai eu l'idée de ce projet tout simplement parce que il y a 3 ans de cela, j'avais entendu différentes ONG se mobiliser parce que des majors pétroliers, Total, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que Total dans la vie, était en train de mettre en place des forages profonds dans cette zone extrêmement perturbée. Je parle perturbée climatiquement, c'est une zone qui est très difficile, où il y a des mers atroces, des vents violents. Et ces majors pétroliers avaient mis en place des projets de forage à 1000 mètres de profondeur. Donc techniquement, on ne sait pas forer aussi profond, et en plus dans des conditions absolument extrêmes. Donc je m'étais dit,
Voilà, moi je suis pas un militant ou un activiste. En revanche, je suis militant et activiste avec mes photographies ou ces projets de documentaires. Et j'ai initié ce projet pour dire, ben voilà, je me mobilise à ma manière en essayant de montrer ce qu'il y a d'exceptionnel là-bas et ce comportement de ces industriels va probablement détruire. Donc c'était ça le premier step du projet. Fabienne Delfour, je le rappelle, vous êtes éthologue, spécialiste des mammifères marins et vous analysez notamment l'évolution des comportements et des interactions du monde sous-marin. Bonjour. Oui, en fait, je suis la personne qui étudie le comportement des animaux. Et donc, c'est un projet art et sciences. Et donc, je suis plutôt dans la partie sciences. Et grâce aux images recueillies par Alexis, par John et Thomas, ça me donne des ressources qui vont pouvoir servir à alimenter les questions que je me pose. Et Bill, écrivain, spécialiste en physique des fluides. Concrètement, voilà, comment tu as apporté ta pierre à l'édifice dans ce projet ? Oui, ben, je suis scientifique aussi, mais là, dans le volet art et sciences, je faisais plutôt la partie art, puisque je travaille sur le livre qui va... j'écris un livre qui va mettre en récit cette migration. Donc, il y a en parallèle du film. Voilà. Je vois que ce qui est important, c'est que Fabienne et Bill étaient sur le terrain, alors pas ensemble, mais ils sont tous les deux venus sur une des missions, et comme on a eu 4 ou 5 missions à répétition dans la zone, ils nous ont accompagnés. Et ben c'est ça que j'aimerais que vous partagiez maintenant avec le public, c'est concrètement qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez étudié, qu'est-ce que vous avez expérimenté, et qu'est-ce que cela va devenir, vos travaux sur le terrain. Moi, ce que je peux dire, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est que avec Fabienne, avant le début de cette conférence, mais il s'avère qu'aujourd'hui, il y a quand même un développement extraordinaire de ces techniques de photographie, et de nos techniques de plongée aussi, mais là en particulier de la photographie, qui nous permet de photographier des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et il y a eu un phénomène, mais tu le raconteras mieux que moi après, que j'ai saisi en photo. C'est les dauphins, quand ils chassent dans les boules que vous avez vues, dans les boules de sardines, ces dauphins communs atteignent souvent leur vitesse maximum, qui est plus de 50 km/h. Ce qui est vraiment impressionnant et compliqué à photographier. Et pour atteindre cette vitesse, ils doivent déformer leur corps. Donc c'est une version théorique et c'est une version que j'ai photographiée. Mais en fait, moi je croyais que quand j'ai vu les photos, j'ai dit wow, il est gogol le dauphin quoi. Et en fait, quand j'ai fait voir à Fabienne, il m'a dit non, pas du tout. Alors vas-y, fais la suite parce que je. Oui, en fait, tu m'as dit il a une drôle de gueule ce dauphin. Ouais. Et j'ai dit bah non, en fait, il va tellement vite qu'il est déformé. Et donc oui, on voit vraiment les déformations sur le corps. C'est un document. En fait, cette mission, elle est extrêmement complémentaire. Elle regroupe diverses expertises, mais on a quand même l'objectif commun qui est de porter une nouvelle narration du vivant. Et grâce aux images d'Alexis et de John, je dispose vraiment de données d'une qualité exceptionnelle, parce que moi je suis éthologue, donc j'ai besoin d'avoir accès au comportement des animaux. Et la science, on sait qu'elle est pas très riche, et ce sont des missions qui coûtent extrêmement cher, et donc là on a des personnes qui ont été témoins de ce phénomène pendant des semaines. Donc c'est d'une richesse extrêmement importante pour nous scientifiques. Alors, et du coup, qu'est-ce que vous avez pu commencer à étudier, voir, déduire ? Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire quand les dauphins commencent à scinder ce serpent de sardines et former ce grand cercle de sardines, et comment ils se coordonnent pour chasser. Et pour étudier ça, on a mis au point un dispositif qui permet d'identifier quel est le dauphin qui vocalise, parce que les dauphins vocalisent beaucoup, mais ils ont la particularité de vocaliser la gueule fermée. Ce qui n'est pas très facile quand on veut étudier la communication animale. Et donc on a un dispositif constitué de plusieurs micros qui nous permet de faire une triangulation et de cibler quel est le dauphin qui émet les vocalisations. Et ça, c'est le b.a.-ba de la communication. Donc on va pouvoir, a posteriori, analyser ces vidéos, ces images, et savoir comment ces animaux se coordonnent. Ce qui était aussi extrêmement intéressant pour moi, c'est de voir que des femelles recrutaient leurs petits pour chasser. Donc il y avait des apprentissages aussi intergénérationnels, et on voit bien donc l'importance pour le vivant de ce phénomène.
Et vous, Bill, alors sur le terrain en tant que scientifique ou plutôt artiste du coup avec cette casquette artiste? On voit énormément de choses qui sont merveilleuses des deux côtés en fait. C'est déjà un festival d'espèces différentes avec ces sardines qui sont à la base de tout mais qu'on voit pas, enfin qu'on voit très peu, hors de l'eau quasiment pas et sous l'eau assez rarement et puis qui pourtant sont omniprésentes et qui nourrissent toute cette vie. Ensuite les oiseaux, les requins, les dauphins et puis la collaboration entre ces espèces, c'est des dialogues un peu cachés entre espèces même, hein, des animaux aquatiques qui lisent le vol des oiseaux, qui se coordonnent avec eux pour chasser. Donc il y a énormément d'histoires à raconter. Ouais. Et justement, qu'est-ce que vous allez en faire, vous, de cette matière-là? Eh ben, je vais les raconter. Non, dans quoi, où, comment? Ce que je vais essayer de faire, c'est surtout d'essayer de rentrer un peu dans les mondes intérieurs de ces animaux qui ont chacun leur façon de percevoir cette même histoire. C'est une histoire c'est une migration. Nous, on l'analyse avec notre esprit rationnel. Donc la première chose qu'on se dit, c'est on ne sait pas pourquoi ça fait ça, où vont les sardines, d'où elles viennent, etc. Mais les animaux, ils ont beaucoup d'autres points de vue. Puis nous, on est une espèce très visuelle. Les dauphins, ils vont le percevoir plus par le son. Quand nous on voit rien dans l'eau, pour le dauphin c'est clair comme de l'eau de roche, c'est juste que grâce au sonar ils arrivent à percevoir. Donc c'est d'essayer de raconter tous ces points de vue et toutes ces visions différentes et puis évidemment de mettre en valeur les enjeux scientifiques et écologiques qui sont liés à ça, parce que cette migration de sardines elle permet de parler à la fois de la surpêche, des problématiques pétrolières, etc. Oui, en fait, on dirait que c'est assez chaotique et en fait non, c'est plutôt organisé. Et je voulais parler de la hiérarchie, effectivement, d'avoir ce banc de sardines. Je crois que c'est d'abord les dauphins, après les requins viennent après. Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, comment ça se passe au niveau d'un point de vue aérien, mais également des profondeurs? D'abord, c'est comment on travaille. Alors, on travaille de manière, c'est assez compliqué et engagé parce que c'est un endroit qui est rude. Il y fait froid souvent, le matin en tout cas, et il faut atteindre la pleine mer. Et on vit dans une grande rivière sur le bord, sur une dérive de cette rivière, et il faut sortir. Mais la sortie, elle s'est ensablée il y a pas mal d'années, et donc il y a une barre de vagues à passer. Il y a des jours où c'est impossible de. Vous l'avez vu sur le générique de fin, la barre de vagues elle est compliquée. C'est des sauts de plusieurs mètres en bateau. C'est du matériel qui est soumis à des conditions compliquées. Une fois qu'on arrive en mer, qu'on arrive à passer cette barre de vagues, il y a la chance, parce que ce métier est basé sur une part de chance, c'est de trouver ces phénomènes, et comme ça se passe sous la mer, c'est pas évident. Donc on a plusieurs moyens pour cela. Il y a des observateurs, des guetteurs qui sont sur la côte et qui essayent de repérer les oiseaux. Les oiseaux, c'est notre déclencheur, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un regroupement d'oiseaux qui volent dans une direction, c'est qu'il y a probablement une chasse qui va se mettre en place. On a un petit avion qui vole de temps en temps et qui essaye de nous faire des repérages sur des dizaines et des dizaines de kilomètres de côte. Et après, on va travailler sur une partie qui est la partie proche de la côte. On n'excède pas 6-7 km, parce qu'après, on sort du contre-courant des agoulas. Sur cette côte africaine, il y a le contre-courant agoulas qui va remonter, que suivent les baleines et les sardines. Et très rapidement, on en sort, on se retrouve on part dans l'autre sens avec un courant très puissant. Donc on est quand même géographiquement on a une délimitation qui nous permet de travailler quelque part dans un chenal d'une maximum d'une dizaine de kilomètres. Et après, il faut trouver des sardines. Et cette année, par exemple, les années précédentes, c'était plus simple, mais le réchauffement climatique a fait son travail de sapage, et l'eau était trop chaude, et les sardines qui ont besoin d'une certaine température restaient profondes. Les groupes de sardines étaient vraiment profonds, donc les oiseaux ne pouvaient pas les pêcher, les dauphins n'arrivaient pas à les faire remonter, et on était limité par ce qu'on entend aujourd'hui d'assez terrible sur ces grandes modifications.
Et une fois qu'on repère ce banc de sardines, eh ben, il faut qu'on ait une autre chance, c'est d'avoir de l'eau claire. Parce que des fois, on voit voilà, pas à 10 cm, et je peux vous assurer que pas voir à 10 cm dans ces conditions-là, vous réfléchissez 2 fois avant d'y aller, parce qu'il y a la plupart du temps une cinquantaine de requins au moins. Les baleines ne vous voient pas, donc elles viennent vous percuter complètement pour essayer de gober les bancs de sardines. Il faut voilà, regrouper un certain nombre de conditions qui nous permettent de sortir ces images et de pouvoir ramener assez d'éléments de documentation pour raconter ces histoires. Et donc, pour répondre à ma question, qui était sur la hiérarchie, comment ça se passe? Voilà, ça on a vu les techniques, les prouesses extrêmes effectivement de vos équipes, parce que les images sont belles, mais effectivement pour y arriver, et tu viens très bien de le décrire Alexis, c'est vraiment complexe et ça demande du temps, de la technique et beaucoup de compétences. Mais d'un point de vue ensuite, comment ça se passe sous l'eau, la hiérarchie, avec tous ces animaux, de l'air, des profondeurs, comment ça se passe, Fabienne? Alors déjà, c'est qui le roi? C'est qui le roi dans tout ça? Il n'y en a pas, c'est pouvoir partager. Mais il y a comme une autoroute d'oiseaux marins. Donc ça se passe déjà dans les airs. Et comme disait Alexis, on voit des animaux, des oiseaux qui vont tous dans la même direction. Et en regardant au loin, on voit une eau qui bouillonne. Et cette eau qui bouillonne, ce sont les dauphins qui chassent. Et ces mégapodes vont s'organiser et ils vont à tour de rôle ou en coordination. Les premiers, ce sont les venant du dessous, donc dans les profondeurs, ça va être plutôt les dauphins. Les dauphins. Ce que vous avez vu là, ces mégapodes, eux vont faire ces boules de proie qui tournent, voilà, et qui miroitent. Et à tour de rôle, un peu avec des mouvements de carrousel, ça tourne, et ils vont prélever au fur et à mesure. C'est assez organisé. Une fois qu'ils ont mangé à satiété, on a soit l'apparition de ces rorquals de mink que vous avez vu surgir des profondeurs et qui va gober une grosse partie de cette boule de proie. Du coup, on a plusieurs petits bancs de sardines. Les requins vont prélever leur dû là-dessus. Et arrivent les grands dauphins, donc, qui sont les gangsters des mers, ces dauphins, et qui vont casser cette belle chorégraphie et vont faire exploser ces boules de proie, et ils vont vraiment, de manière très individuelle, prélever. Il n'y a pas vraiment de coordination. Et chacun, voilà. Mais tout ça, ça fait comme une chorégraphie extrêmement impressionnante. Oui, sous l'eau, c'est véritablement une danse. D'un point de vue des plongeurs, comment ça s'est passé pour vous? C'est une danse, parce que alors, on voit là sur les images que vous avez pu voir tout à l'heure, on est à vitesse réelle, mais quand vous êtes à proximité en train de filmer, tout va très très vite. Les sardines ont la trouille. Le pire, ce sont les harengs. Parce que les harengs, en fait, eux, ils ont tellement peur qu'ils nous utilisent, nous, pour venir se cacher, et ils se mettent derrière la nuque. Donc on a des boules de harengs derrière la nuque, et il y a tout le monde tourne autour. C'est j'étais pas rassuré moi. Et après c'est vraiment comme tu le dis, une chorégraphie incroyable avec des dizaines, vingtaines, trentaines de dauphins qui sont tous organisés. C'est complètement fou. Ils sont tous organisés et ils ont cette délicatesse de venir manger qu'une seule sardine à la fois. Ça, c'est vraiment drôle. Et puis il y a ces baleines qui viennent et qui finissent la baleine de Bride qui finit le travail, qui vient et qui d'un coup englobe tout. Et voilà, on n'a plus qu'à sortir de l'eau, les dauphins, les oiseaux se barrer parce qu'il n'y a plus une seule sardine. Et il y a une expérience, une anecdote sur le tournage que chacun a vécu par son prisme, qui vous a marqué. Ça peut être la température de l'eau, ça peut être... Qu'est-ce qui vous a plus marqué sur, voilà, on va dire, sur ce tournage? Moi, je peux t'en parler des heures. On n'a pas des heures malheureusement, mais une anecdote. Alors, les orques. On rêvait tous de voir des orques et de travailler sur... T'étais là quand il y avait les orques? Oui. Ouais. Et en fait, les orques, ils sont arrivés, puis... Avant les dauphins ou après? En fait, ils viennent et il n'y a plus personne parce que tout le monde a la trouille de l'orque. Ils viennent manger les dauphins. Ils viennent manger les dauphins. Et même les requins d'ailleurs. Voilà, donc on n'a plus rien eu pendant 2 jours, je crois. Même il n'y avait plus de plongeurs du tout d'ailleurs. Vous étiez resté sur le Zodiac. Non, on a essayé de les voir en plus sous l'eau, mais non, on les a vus chasser un dauphin. Typiquement, c'est les mystères de quand on est hors de l'eau, on ne voit pas tout ce qui se passe en dessous, donc on n'a jamais su s'ils l'avaient eu. A priori non, mais on les a vus pour chasser, s'organiser pour l'attraper. Et c'est vrai que quand les orques sont là, les dauphins détalent d'un seul coup, c'est assez impressionnant. Fabienne, vous?
Moi, ce qui m'a impressionné, c'était le regroupement d'animaux à un seul endroit. J'ai passé 30 ans à étudier les mammifères marins et en 15 jours, j'ai vu plus de dauphins et de baleines qu'en 30 ans. Et donc ça, c'était spectaculaire et c'était aussi le cadre, enfin c'est l'Afrique du Sud, je sais pas, il y avait vraiment une atmosphère particulière. On sort aussi de cette rivière, donc il y a une forte odeur d'humus et puis on arrive sur un environnement océanique, donc on a le sel qui arrive après cette morning routine où on décolle et puis on retombe. Et c'est des couleurs aussi magnifiques. On a ça va du orange au jaune, au violet le soir. Et en toile de fond, on a des baleines à bosse, comme vous avez vu avec les petits. Donc vous mettez un hydrophone à l'eau, qui est ce micro, pour enregistrer. Et là, c'est pas du tout le monde du silence, hein. Vous avez les cris des dauphins qui chassent. Et en arrière-plan, on a toujours ces chants des baleines. Et voilà, donc moi j'avoue, en 30 ans, j'ai vu beaucoup de choses. Je reste étonnée parce que je pense qu'on va en parler, mais ça émerveille. Mais c'est vrai que le premier soir, je suis rentrée et j'ai pleuré. Parce qu'il y avait trop de choses. Et partager ça avec des personnes qui ont cette sensibilité au vivant aussi, c'est ça qui est extrêmement important. Est-ce qu'on ne se sent pas tout petit? On n'est pas remis quelque part à notre place de quelque chose de plus grand que nous? Oui, parce que vous disiez cette hiérarchie, et là tout d'un coup, et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est tout d'un coup on n'est pas au sommet de la chaîne trophique. Une fois que vous êtes dans l'eau avec 50 requins, là vous comprenez que finalement le top prédateur c'est pas vous. Et vous faites partie de ce système-là. En même temps, il y a une puissance, mais il y a une fragilité. On comprend aussi l'urgence de ces animaux à s'alimenter. S'ils ne le font pas, ça peut être létal pour eux. On voit les mères qui ont cette urgence aussi à apprendre à chasser à leurs petits. Donc, tout est intense, vraiment... Et on est aspiré. C'est vrai que, moi, il y a des fois, je demandais quelle heure il est. On me disait c'est 3 heures de l'après-midi. Je ne sais pas où était passée la journée. Et donc, il y a comme ça une boucle temporelle. Et quand on vit ça, cette boucle temporelle, on sait qu'on a été témoin de quelque chose de sensible. Alexis? Moi, je rebondis sur ce que tu as dit. Hein. Dès qu'on était dans l'eau, on avait le chant des baleines. Et pas forcément en ayant les baleines à côté, mais on entendait, ça chantait. C'est merveilleux d'être accompagné comme ça dans notre boulot et de passer ces heures dans l'eau à écouter ce concert de la nature. Mais je pense que... Je rajoutais qu'il y a la définition d'un mot sur ce projet. Et je crois que c'est la première fois où je peux utiliser, sans être gêné, le mot abondance. Et il y a une réalité sur l'abondance. Quelque part, on a l'impression que c'est un peu un dessin animé et qu'on nous a graphiquement posé, on nous a rajouté des dauphins dès qu'il y avait un petit espace disponible sur le champ de l'image, ou s'il n'y avait pas d'espace pour le dauphin, on mettait une baleine ou des requins. Mais en fait, on était complètement nourris dans la nature et c'était fou. Et quand on parle de quantité, sur la dernière mission, donc c'était, je ne sais plus quand c'était il y a, je ne sais plus, on a eu un banc de dauphins mesuré de 20 km de long, mesuré en avion. Donc l'avion est parti du bout du banc de dauphins, est revenu jusqu'à nous et ça faisait 20 km. Et pour travailler en images sur ces dauphins, souvent on va les suivre, on va essayer de les rejoindre. Non, là en fait on s'est mis à un point et puis on a laissé pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être 1 heure, les dauphins venir à nous et passer. Et on faisait ces images parce que les dauphins passaient et nous on était tranquillement posés au milieu de l'océan. Maintenant, j'aimerais vous entendre sur cet univers foisonnant, sur cette abondance que tu viens de mentionner, Alexis. Mais est-ce que cet univers n'est-il pas peut-être, c'est une abondance fragile? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Peut-être au-delà des filets dérivants, des filets. Qu'est-ce que vous avez pu être témoin de quoi, hormis effectivement cette chance inouïe de se retrouver sur cette migration de sardines qui attire cette biodiversité aérienne, sous-marine?
En fait, en interrogeant les anciens, ceux qui ont connu un petit peu d'autres époques, je ne parle pas d'époques très très lointaines, mais simplement il y a 20, 30, 40, 50 ans, des sardines run comme ça, des grandes migrations. Attention de ton anglicisme, hein. Le mot est censuré, des courses de sardines. Non. des grandes migrations comme ça, il y en avait plusieurs le long de la côte, rien que de la côte sud-africaine, il y en avait en gros 3 ou 4, mais typiquement il y en avait aussi au large de la Mauritanie, il y en avait un peu partout. Et même à Douarnenez, il y a eu toute une abondance de la sardine autrefois, et la surpêche a complètement massacré la plupart de ces abondances. Et donc là, on voit un phénomène qui nous semble aujourd'hui exceptionnel, et c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est fabuleux, mais c'est fabuleux surtout dans le référentiel de notre époque. Et il y a encore quelques décennies, c'était quelque chose qui existait aussi ailleurs. Donc ça déjà, ça nous montre à quel point c'est une abondance qui est non seulement fragile, mais surtout qui a été bien abîmée par le passé. Ça ne la rend pas moins merveilleuse, et c'est même une raison de plus pour la protéger. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit de ce genre de choses. Oui. Fabienne? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Bill, et on voit aussi l'urgence à agir pour protéger ça et défendre. Donc peut-être poser l'existence de ce couloir migratoire comme patrimoine et le protéger. Donc je pense qu'on est dans la bonne maison pour essayer de faire ça. Parce que s'il n'y a pas ces lieux-là, s'il n'y a plus l'opportunité pour ces espèces de se retrouver dans ces lieux-là, ils sont menés à disparaître. D'ailleurs, du coup, par rapport à l'UNESCO, comme nous sommes dans cette maison incroyable, au niveau de la protection de cette zone. C'est un site qui est pas protégé, mais je ne suis pas convaincu que l'UNESCO puisse mettre un niveau de protection ou un statut de patrimoine sur une migration, sur quelque chose en mouvement. Je ne crois pas. C'est ce que vient, voilà. Comme patrimoine immatériel de l'humanité. Immatériel, ouais. Voilà, Alexis, il faut faire remonter ça. Oui. Mais quel débat ici, même au cœur du débat. En fait, vous voyez qu'on est tous passionnés, donc c'est ça que ça montre. Ce qui est important aussi, c'est la façon dont on va raconter aussi ces histoires-là pour impliquer le plus grand nombre. Donc il y a la science, hein, sauf que je vais rester humble, je sais pertinemment que très peu de personnes vont lire les publications scientifiques, et le fait d'avoir l'opportunité d'avoir ces projets art et sciences, ça crée quand même une opportunité de donner à connaître au plus grand nombre ces phénomènes-là, et du coup d'avoir de plus en plus d'acteurs qui pourraient s'investir dans cette protection du vivant. Et sur le début du projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on démarre en fait cette grande histoire. Vous l'avez vu avec cette petite île qui s'appelle Bird Island, qui est à l'entrée de la baie d'Algoa, qui est un endroit unique au monde. Ça a été un véritable privilège d'y aller. On était autorisé à aller 2 jours sur Bird Island. On est resté combien de temps, Bill ? Ah oui, il y a eu une tempête, donc on est resté une semaine. Oui, au moins une semaine. On est resté au moins une semaine. C'était assez extraordinaire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on y va en inculte en fait. Hein. On a une toute petite connaissance de ce qu'on va filmer ou de la biologie de ces animaux-là. Et puis on est entouré par des gens comme Fabienne, comme Lauriane Pichegru ou comme Andrea. Chacun sur leur spécialité. Et moi j'ai découvert le monde des manchots qui sont pas dans ce petit extrait du film. C'est ces manchots du Cap. Et ces manchots du Cap, pour moi c'est vraiment une découverte de ces animaux qui vont chasser à une vingtaine de kilomètres de leur île, qui mangent aussi des sardines et qui profitent de l'abondance des sardines. Et ces animaux sont aujourd'hui en voie de disparition, d'extinction. Il en reste très peu. Tout simplement parce que on les pollue, et on les pollue avec autre chose que des sacs plastiques, parce qu'il n'y a pas que le plastique, on les pollue avec du bruit. Et ces animaux qui supportent pas le bruit, parce que si l'eau ou le monde sous-marin est trop bruyant, ils vont être dans une incapacité d'aller chasser, de trouver leur proie. Et donc les populations de manchots diminuent énormément à cause de ce bruit. Et les expériences qui ont été faites un peu par hasard d'ailleurs dans cette région, c'est l'arrêt de
de bunkering. Le bunkering, c'est un système de remplissage de bateaux. Les énormes cargos viennent l'un contre l'autre et ils vont remplir leur cuve. Ça fait énormément de bruit. Ils ont dû, pour des raisons administratives, arrêter dans cette zone-là le bunkering. Et la chercheuse a constaté une amélioration de la population de manchots qui était importante, alors qu'elle avait perdu, je crois, tu te souviens, 70 ou 80% de la population. Pour rebondir sur la pollution sonore, effectivement, pour les mammifères marins, c'est un gros problème. Il faudrait imaginer vivre 24 heures sur 24 dans une salle de concert où il y a des concerts en permanence. Et donc, les animaux doivent vivre, c'est-à-dire se nourrir. Et ils ont des difficultés à chasser dans cet environnement qui est extrêmement bruyant. Ils doivent mettre bas, ils doivent élever leurs petits, ils doivent communiquer. Et en fait, quand vous allez dans un concert et que vous voulez communiquer avec vos amis, soit vous hurlez, donc vous passez votre temps. Soit vous avez des acouphènes. Voilà. Soit vous avez des acouphènes. Alors, ce qui va se passer, c'est soit on hausse la voix, soit on se tait. Et on va hausser la voix un certain temps. C'est ce que font les mammifères marins. Pendant un certain moment, ils vont vocaliser, pousser leur vocalisation. Mais en fait, c'est extrêmement exigeant. Et donc, ils vont se taire. Et des animaux sociaux qui se taisent, ça a une incidence sur leur comportement de chasse, de coopération. Ça a une incidence aussi sur leur communication sociale. Donc on voit bien l'impact de cette pollution sonore. Mais du coup, c'est quoi la solution? Parce que même les scientifiques, vous êtes en Zodiac, ça fait du bruit et vous êtes là pour justement les étudier et ensuite pour nous les émerveiller et nous sensibiliser et fédérer. Donc et la solution, elle est où là-dessus sur cette pollution sonore? Il n'y en a pas? Si, bien sûr qu'il y a des solutions. Alors, on les veut? Ben oui, bien sûr. La première solution, c'est soit de diminuer, soit de ralentir la vitesse de ces bateaux. En ralentissant la vitesse de ces bateaux, il y a... Bah oui, le premier, sur les gros animaux, la première cause de mortalité non naturelle, c'est les collisions avec le transport maritime. Donc en diminuant la vitesse du transport maritime, on diminue forcément les collisions, on diminue le bruit. C'est bien respecté? Est-ce que c'est véritablement respecté par... Déjà, il faudrait qu'il y ait des règles et ensuite qu'il y ait des sanctions. Vive l'UNOC, alors rendez-vous en juin. C'est une fois qu'on a identifié un problème, il faut se donner les moyens aussi de pouvoir contrôler les actions qui sont mises en place pour réguler. Et c'est là aussi où ça fait défaut. Et avant de faire un dernier table ronde de messages que vous voulez partager, avant de donner le micro au public, c'était les filets dérivants. Parce que j'ai été marquée par cette image, Alexis, du requin qui, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il est véritablement mort. J'aime bien être utopiste parfois, mais là, justement, je disais, mais pourquoi il descend comme ça? Je ne voulais pas le voir mourir. Tu me dis, oui, c'est les filets fantômes, d'une évidence. Explique-nous ce que vous avez vu effectivement et après on vous voit qu'il y a beaucoup remonter. C'est des zones où il y a pas mal de braconnage et ces filets, ce qu'on appelle les filets fantômes, sont des filets qui sont soit perdus, soit abandonnés et qui vont continuer à mailler, à pêcher sans qu'il y ait une utilité derrière de l'utilisation du produit pêché. Et donc là, ces poissons, ces requins en l'occurrence, étaient pris dedans depuis quelque temps et ça servait à rien de les libérer sauf de sortir le filet et d'éviter qu'il y ait à nouveau une pêche bizarre, quoi. Je veux bien chacun votre tour, avant de donner la parole au public, c'est véritablement vos messages, mais également votre actualité, et puis bien évidemment nous dire à peu près sur Arte à quel moment on peut retrouver ce film. Alors, ce projet sera diffusé à la fin de l'année sur Arte. Un mois. Comment? Décembre, novembre. En décembre, sous un format je crois que c'est trois documentaires de 52 minutes. 2 avec des chercheurs, dont Fabienne, qui est dans cette grande histoire. Et le troisième qui sera un best-of que sur toute cette histoire, certaines que vous avez vues là, et d'autres qu'on n'a pas montées. Voilà, décembre, et puis après ça sera évidemment en replay sur la chaîne. Ce que je rajoutais, ce qui est important, c'est ce projet. Il existe parce que depuis pas mal d'années, je suis accompagné sur tous mes projets par l'UNESCO.
et que sans eux, j'aurais pas accès à beaucoup de choses et aussi à faire écho de ces grandes missions, et qu'on est soutenu par pas mal de partenaires, et qu'on pourrait pas financer ces projets-là sans ces partenaires. Je pense à Sony, à la fondation Iris et d'autres encore qui sont là pour nous accompagner, mais on n'a pas la capacité aujourd'hui de financer un projet avec cette ambition-là si on n'est pas entouré de mécènes. Donc je voulais les remercier là. Vous les verrez tout à l'heure, ils sont tous en bas de l'affiche, je crois. Fabienne. Moi, je voudrais revenir sur ces projets art, sciences et environnement qui sont là pour susciter des émotions. Parce que les émotions, c'est le lien, c'est du lien avec du vivant, c'est aussi ce qui influe sur nos actions, qui peut nous pousser à agir. Et dans la psychologie environnementale ou en anthropologie de la conservation, on sait que les émotions positives vont engendrer des actions pérennes, beaucoup plus longues et durables que des émotions négatives. Ce qu'on sait aussi, c'est que ces émotions positives sont inclusives, c'est-à-dire elles nous font considérer le vivant comme nous, alors que les émotions négatives nous mettent en opposition avec le reste. C'est moi d'abord ou je, et il y a une hiérarchie. Et donc, j'espère que vous avez été émerveillés et que vous avez eu des émotions positives, parce que c'est ça le but. Surtout en décembre, via ce triptyque de 3 fois 52 minutes. Bill. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Fabienne, qui est super intéressant sur cette idée d'émotion, parce que ça me touche. Et je voudrais aller un peu plus loin, parce que là, on a beaucoup parlé sensibilisation, émerveillement, et bon, je ne vais pas critiquer ça, c'est notre métier à tous, évidemment, et c'est ici, et c'est quelque chose de nécessaire. Mais à mon avis, j'irais plus loin en disant que c'est nécessaire, mais pas suffisant, comme on dit en science, c'est-à-dire que, voilà, il faut de la sensibilisation pour que sur le plan politique, progressivement, l'opinion publique évolue. Mais c'est pas ça qui va faire des bouleversements. Et donc je pense que, et c'est vraiment ce que disait Fabienne, il faut que les gens vivent les émotions. Donc pour ça, il faut se reconnecter, il faut que certaines personnes, et certainement pas tout le monde, parce que tout le monde n'est pas intéressé par ces sujets-là, tout le monde n'a pas l'occasion de le faire, tout le monde n'a pas les moyens de le faire non plus, malheureusement. Mais il faut espérer, moi c'est ce que j'espère le plus, quand je fais de la diffusion comme ça d'histoire du monde vivant, c'est surtout de susciter des vocations. Parce que je pense qu'un ou deux passionnés qui vont aller au contact de ces altérités de la nature et qui vont du coup les inclure dans leur monde intérieur, dans leur famille, dans leur vie, et donc ces gens-là, ils vont se battre pour. Tandis que la plupart des gens qui ont leur quotidien, la baleine, ils ne la croisent pas tous les jours, la mort de la baleine ne va pas les affecter spécialement. Donc oui, ils verront à la télé, ils seront tristes, ils signeront une pétition en ligne, mais ça n'ira pas plus loin que ça. Tandis que ceux qui l'ont connu, la baleine, ça ne sera pas la même histoire. Donc moi j'espère surtout ça, et c'est pour ça que je pense qu'il faut soutenir toutes les initiatives qui permettent aujourd'hui de sortir un peu de nos vies complètement artificialisées et d'aller au contact de ces espèces. Bon, on a beaucoup parlé de l'Afrique du Sud, qui est vraiment une des choses les plus merveilleuses sur la planète. Il ne faut pas oublier que sur nos côtes en Méditerranée, on en a aussi des baleines et on peut les voir, ça coûte pas très cher et c'est garanti de les voir. Donc peut-être que ça peut susciter des vocations, ce genre de choses. Eh bien, en parlant de Méditerranée, est-ce que vous serez au sommet de l'océan au mois de juin à Nice ? Et si vous y êtes, qu'allez-vous y faire ? Oui, il y a plusieurs projets, et notamment avec le sanctuaire Pélagos, qui est cette zone préservée en Méditerranée. Et l'idée, c'est pareil, c'est essayer aussi de promouvoir ces projets art, sciences et environnement. Et pour faire suite à ce que tu disais, Bill, c'est aussi les émotions vont susciter des actions, mais aussi, si on veut protéger et bien protéger, il faut aussi nourrir ces actions par des connaissances scientifiques. Donc c'est montrer cette complémentarité entre l'art et la science. Et je pense qu'il y a des ponts qui se font aujourd'hui parce que justement on a le même désir de protéger le vivant. Moi je ne sais pas du tout encore. Je ne sais pas non plus. Eh ben, on saura plus tard alors. Merci infiniment, on peut les applaudir déjà pour cette première partie.
Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous reste une demi-heure d'échange avec vous, maintenant qu'on a été immergé sur les beautés, les merveilles des profondeurs, mais également alerté sur les enjeux que risque ce monde du vivant, ce grand bouleversement. Alors pour poser vos questions, simplement vous levez la main, vous appuyez sur le petit bouton rouge de votre micro, col de cygne en face de vous. Monsieur. Oui, bonjour. Dans l'extrait qu'on a vu, bon, il parle des baleines et de ce fameux sardine run. Est-ce que dans les 3 fois 50 minutes, vous abordez ou présentez aussi des écosystèmes comme les coraux, ou est-ce que vous parlez aussi de l'économie bleue et comment elle doit être un peu plus durable, hein, la relation entre l'homme et l'économie et cet écosystème? Oui, il y aura, alors les coraux, il y aura à peine, parce qu'il y a une zone où on a travaillé où il y a beaucoup de requins qui sont sur le fond des requins taurus qui sont dans une zone corallienne. Donc on en parlera un tout petit peu. Et après, oui, on parlera d'économie bleue et de ce qu'apporte cette grande migration aux populations locales. Madame, au premier rang. Merci beaucoup pour cet éclairage et cet émerveillement. Par rapport à cette mise en contact que vous appelez de vos voeux, comment est-ce qu'on fait pour ne pas déranger les écosystèmes et rentrer en contact? Enfin, voilà, très naïvement, je ne vois pas comment faire, donc je suis preneuse de vos éclairages, s'il vous plaît. Je peux. Alors, effectivement, pour s'investir, quand on veut s'investir avec la biodiversité marine, il y a par exemple les aires marines protégées où vous allez être accompagné dans ces rencontres. Il y a des aires marines aussi éducatives qui mettent en place des programmes pour sensibiliser et éduquer à la biodiversité marine. Il y a par exemple des projets de sciences participatives. Donc vous allez embarquer au contact de chercheurs et vous allez devenir des collaborateurs scientifiques et ces chercheurs sont rompus à l'approche, à la détection de potentiels inconforts aussi de ces animaux-là. Donc il y a plusieurs façons, je pense, d'essayer de rentrer de manière respectueuse en contact avec les animaux. En fait, il faut garder en tête qu'on a toujours un impact négatif sur les écosystèmes, mais d'un autre côté, on a un impact sans doute négatif encore pire quand on ne va pas pratiquer ces activités-là et qu'on est complètement déconnecté de ces écosystèmes aussi. Donc c'est une question assez philosophique quelque part, mais est-ce qu'on doit mettre la nature sous cloche, quoi? C'est un peu cette question-là aussi. Et bon, je pense que déjà, bon, la notion de nature et se séparer nous-mêmes de la notion de nature, philosophiquement, ça a été très, très discuté, y compris par des philosophes éminents qui sont venus ici hier. On ne va pas rentrer dans les détails, mais faut prendre conscience qu'on fait partie de cet écosystème, qu'on a des interactions avec. Et une partie de la solution, c'est ce que disait hier avec Paul Watson, et je partage, comme Sylvia Earle, comme beaucoup d'océanographes et de passionnés de l'océan, peut-être aussi réduire sa consommation de poissons, peut-être pas aller jusqu'à l'arrêter, moi ça m'appartient, etc. Mais peut-être en tout cas, effectivement, réduire de plus en plus sa consommation de poissons, parce que comme le disait encore Paul hier sur scène, et ça on le voit dans tous les documentaires, Seaspiracy, Cospiracy, tous nos animaux terrestres, que ce soit les poulets, etc., mangent du poisson dans leur nourriture, même les chiens et les chats, dans leurs croquettes, il y a encore du poisson. Donc c'est complètement une hérésie, ce système-là. Effectivement, si nous, les humains, en tant qu'hommes, on pouvait réduire, un jour peut-être arrêter cette consommation-là, parce que les protéines, elles sont partout au final, ça aussi, pour moi, ça fait partie de la solution. Je suis végétarienne, donc je comprends complètement. Ah bah voilà, on se comprend entre nous. Il y avait une dame avec un joli bleu. Vous, madame? Oui, d'abord, bravo et merci de nous avoir donné à voir ces magnifiques images. Et puis, je voulais savoir juste un point. Vous avez dit qu'il faisait froid, surtout le matin, et j'aimerais savoir quelle était la température de l'eau. Elle est super bonne, l'eau. Mais dans la rivière, en fait, tous les matins, quand on part, la rivière, on est dans les montagnes, donc c'est vraiment, je ne sais pas combien il fait, mais on est habillé avec des parkas, des bonnets, des gants, voilà, on sort équipé. Et après, on va profiter de la chaleur à l'extérieur du sud de l'océan Indien, qui est super agréable et qui vient nous aider à passer des belles journées. Et l'eau est relativement chaude, elle a une vingtaine de degrés.
Elle ne doit pas monter au-dessus de je ne sais plus quelle température pour les sardines. Toi, tu dois savoir, toi qui es chercheur. C'est dans les, oui, au-dessus de 23-24. Ouais, c'est 23, après on n'a plus de sardines. Mais en fait, ça dépend parce que ça se fait tout le long de la côte, la migration. Donc au début, à Algoa Bay, là où il y a les manchots, là, elle est beaucoup plus froide. Oui. Elle est dans les, je pense, 15-16. Hein. Donc ça, c'est un peu frais quand on est dedans. Et puis ensuite, plus on remonte. Et donc là, c'est l'air qui est plus chaud souvent. Donc d'aller dans l'eau, ça nous coûte. Tandis que quand on est à Port-Saint-John, à la fin de la migration, là, dans des zones plus tropicales, où on a d'ailleurs des espèces plus tropicales aussi, au niveau des requins, par exemple, il y a des requins tigres. Là, souvent, l'air, il est plus froid que l'eau. Donc on se réfugie dans l'eau quelque part, on n'a pas envie de sortir. Et la partie qu'on a faite très au sud, vers le Cap, c'était froid, on était en vêtements étanches, en plongée. Donc on travaille sur quasiment 2000 km sur ce projet-là. Merci. Il y a beaucoup de questions, je vois. On va passer là, de l'autre côté, ce jeune homme. Il faut que je rappuie, d'accord. Micro ouvert. Change de micro. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour ces images absolument incroyables. Et Alexis, au début, vous avez parlé d'activisme. Alors, je me demandais si vous seriez prêt à mettre votre travail au service d'activistes qui se battent pour obtenir des aires marines réellement protégées, s'il vous plaît. Ah ben moi, je le fais, hein. Alors Alexis, réellement protégé. En fait, j'ai pas le droit d'en parler là, mais c'est ce que je fais avec mon travail photographique et vous verrez dans les 15 jours qui viennent, ce travail photographique est mis à disposition de différentes ONG pour justement qu'il y ait un lien entre ce que nous on peut raconter de très beau et leurs actions. Mais oui, mais je fais ça depuis des années, un peu plus maintenant, mais je crois qu'on a un rôle à jouer, que le mien, c'est à la fois de raconter ces belles histoires et de pouvoir offrir ce service gratuit à des grosses organisations. Ouais. Merci Alexis. La madame en bleu. Merci encore pour ce très beau film, les extraits. J'avais une question sur le son. Dans les extraits qu'on a vus, c'est beaucoup de musique avec une voix off. Et toute la merveille du fameux monde du silence qui n'est pas silencieux, on ne l'entend pas dans le film. Alors est-ce que déjà on entendra le chant des baleines, etc. Et j'ai une autre remarque à monsieur Bill François, quand vous disiez allez voir les dauphins en Méditerranée. Moi je pense qu'il ne faut pas aller les voir, il ne faut pas les embêter, ou alors aller les voir en voilier ou en pédalo, mais pas en bateau à moteur, parce que sinon on tourne en rond. Et je vous prends l'exemple de la Réunion, pour avoir vu des migrations de baleines là-bas. J'y suis allée en voilier, mais il y avait énormément de bateaux à moteur qui s'approchaient à moins de 50 mètres des baleines et c'était complètement fou et déraisonnable. Voilà. Moi, je prends la défense de... Je suis d'accord avec Bill, il faut aller les voir, mais aller les voir avec une certaine délicatesse. Et ce que racontait Fabienne tout à l'heure sur ces organisations, comme j'ai juste l'exemple de Miraceti, qui est une association qui est dans le sud de la France, qui travaille sur les mammifères marins, et en fait avec qui vous pouvez embarquer. C'était ça le propos, c'était de dire il y a des organisations scientifiques ou d'observation, ou le WWF qui prend des bénévoles aussi sur le Blue Panda, et qui permettent à la fois de mêler ce besoin de connaissances et de se nourrir et en parallèle de découvrir ce monde-là et de participer à un travail, une collaboration scientifique. Oui, et puis faut pas oublier que bon, certes, voilà. Alors évidemment, mon propos n'était pas de dire il faut faire une activité touristique de whale watching et emmener des centaines de personnes en masse voir les dauphins n'importe comment. Bon, déjà les dauphins c'est pas la même chose que les baleines au niveau de l'observation. Il y a des règles, etc. Mais ce qui est important de souligner, c'est que bon, les opérateurs de whale watching aujourd'hui en Méditerranée sont soumis à des règles assez strictes. Il y a un label qui a été mis en place justement avec des associations scientifiques qui faisaient de la science participative, etc. Eux, ils se questionnent, ils se posent la question, ils vont servir de lobby et de puissance pour préserver ces dauphins face à d'autres problèmes que les dauphins vont rencontrer. À l'inverse, les autres activités qu'il y a dans l'océan, la surpêche industrielle, les bateaux, ne serait-ce que les ferries qui tuent énormément de baleines, et c'est les whale watchers qui ont installé le système qui était surnommé réseau social de ferries qui permet justement de se les signaler pour
réduire la mortalité. Donc toutes ces activités-là, par contre, hein, que les gens, entre guillemets, déconnectés des dauphins continuent à faire sans se poser la question, elles tuent indéfiniment les dauphins de manière indiscriminée, sans règle et sans se poser la question. Donc parfois, certaines activités qui vont avoir un impact, en fait, elles vont aussi avoir un impact positif par le fait même qu'elles permettent de lutter contre des activités plus négatives. Et ça, c'est un point à prendre en considération, je pense. Je vais répondre à la première partie de votre question sur les sons. Là, vous avez un condensé, en fait. C'est pas le best-of, apparemment, parce qu'il y a encore mieux, voilà, encore plus fort. Mais oui, et puis c'était une façon de tenir un récit. Mais oui, il y aura des moments où vous allez vraiment entendre les sons. Deuxième partie, je connais bien La Réunion, parce que j'y travaille et j'utilise justement l'impact du whale watching sur les mammifères marins. Et à La Réunion, il y a des populations de dauphins qui sont sédentaires, et donc c'est 365 jours par an qu'elles voient arriver des bateaux. Voilà. Et les baleines, c'est en période de migration, quand elles mettent bas, donc ils sont hyper vulnérables. Il y a un phénomène, et merci, parce que ça me permet de l'aborder. Il y a un phénomène dont on n'a pas parlé, qui s'appelle l'habituation, c'est-à-dire les animaux, au fur et à mesure des contacts répétés avec les humains, vont s'habituer à la présence des humains. Et on se dit, ah chouette, ils s'habituent. Et en fait, non. Parce que cette habituation réduit les comportements de vigilance. Donc on se retrouve avec des animaux qui rentrent en collision avec les bateaux parce qu'ils n'entendent pas. On a des phénomènes aussi où les femelles sont attirées par le comportement des nageurs ou des bateaux et qui délaissent les soins des petits. On a une proximité tellement forte qu'on a une émergence de zoonoses, donc de maladies transmissibles des animaux aux humains et des humains aux animaux. Un exemple, il y a une publication assez récente dans le microbiote des dauphins et des baleines en Méditerranée. On a retrouvé des organismes unicellulaires humains. Donc ça ne veut pas dire que les baleines et les dauphins ont mangé des humains, hein. C'est qu'il y a une proximité telle qu'on en arrive à ça. Donc oui, je pense qu'il faut trouver un compromis, un juste milieu entre sensibiliser en allant auprès des animaux pour vivre une rencontre et des émotions, mais réguler pour protéger le vivant. Merci beaucoup. Alors je vais aller au fond de la salle, un peu leur donner. Monsieur. Oui, vous. Oui. Bonjour à tous. Petite question justement par rapport à la régulation de comment est-ce qu'on va au contact du vivant ou autre. Là, vous avez fait donc les prises de photos, etc. Est-ce que ça veut dire que sur cette région, il y a un moratoire sur pendant 3 à 4 ans en se disant il n'y a pas 36 équipes de tournage qui vont venir au même endroit reprendre des photos, etc. Est-ce qu'il y a ce système de moratoire ou d'interdiction que vous mettez, que ce soit au niveau scientifique ou au niveau des visus? Alors, je ne peux pas vous répondre sur toute la zone, mais oui, on travaille avec des permis, c'est-à-dire qu'on doit demander une autorisation longtemps à l'avance en définissant exactement ce qu'on veut faire, quel matériel on utilise et quelles vont être les perturbations. Et en fonction de ça, on a une délivrance de permis ou pas. Ensuite, il y a un autre endroit. Après, nous, c'est un peu différent parce qu'on est à la fois dans ce monde de l'image et dans l'envie de vous raconter une histoire, et on va participer aussi au programme scientifique, accueillir Fabienne, Laurienne, etc., qui vont venir à bord pour travailler sur la science. Donc on a vraiment ces deux parties-là, ce qui est plutôt pas mal parce qu'on n'y va pas 2 fois, on y va une fois ensemble. Et après, sur Bird Island, où on a eu cette chance incroyable d'avoir le droit de débarquer, là, l'histoire, elle s'est transformée. Au début, on y était avec une autorisation pour filmer parce qu'on connaissait bien les gens et on s'est dit c'est vraiment le début de l'histoire, c'est là, c'est cet incroyable nid géant de Fou du Cap. Et les chercheurs sur place nous ont raconté leur complexité à suivre les animaux, à faire des comptages, à suivre les manchots. Et on leur a proposé, et c'est Thomas Labouras qui a proposé de leur faire un vol en drone sur Bird Island, qui est quelque chose complètement interdit depuis des années. Et on a eu à la demande des chercheurs, on a fait un
une photogrammétrie, c'est-à-dire des prises de vue, des milliers de prises de vue qui sont ensuite collées et qui permettent de compter les animaux. Et aujourd'hui, ça va rentrer dans un protocole avec les gens du Sandcop, c'est ça l'organisme, pour qu'on puisse faire un suivi photographique de leur population. Donc il peut y avoir une super collaboration. On n'est pas juste là pour aller prendre des photographies ou faire du cinéma à destination de la télé. On essaye de créer ce lien recherche et prise de vue. Merci beaucoup. Au fond de la salle, de l'autre côté, ouais, la jeune fille là, avec les cheveux. Ouais, voilà, vous. Bonjour, je voulais savoir si dans le contexte de la surpêche actuelle, est-ce que vous pensez que les méthodes de pêche durable, elles sont réellement utiles ou est-ce que ça cherche à c'est un terme qui est utilisé pour comme si c'était du greenwashing finalement. Je pense du blue washing. Oui, du coup. Voilà, excusez-moi. Je pense par exemple au label de pêche durable qu'on peut voir sur les boîtes de conserve de thon dans les commerces. Ça, c'est une très bonne question. On peut l'applaudir. Ça sent le documentaire Seaspiracy, ça, voilà, sur Netflix, que tout le monde a dû voir dans cette salle. Et c'est vrai que... Il y a les deux. Il y a les deux forcément. Donc typiquement les labels, effectivement beaucoup de gros labels tirent leur argent des partenariats avec en gros plus ils labellisent de pêcheries, plus ils gagnent d'argent. Donc pour qu'ils puissent fonctionner, enfin c'est un cercle vicieux, et ça marche forcément assez mal. Et ça permet beaucoup de greenwashing, beaucoup de truandes, etc. Et puis quand on voit que le MSC par exemple labellise sur certaines espèces la quasi-totalité des pêches industrielles, des chalutiers géants, etc. C'est vrai que c'est plus que discutable. Après, il y a pêche durable et pêche durable. Et effectivement, il y a aussi des petits pêcheurs artisanaux de la pêche très locale qui existent depuis des centaines d'années, ce qu'on appelle les prud'hommies de pêche en Méditerranée, par exemple. C'est une gestion communale de la ressource commune. Donc chaque groupe de pêcheurs se répartit les différents types de poissons et les différentes périodes, et on fait tourner des zones de jachère pour que la mer se renouvelle, donc des réserves en gros totalement protégées une année, et puis l'année d'après on peut revenir mais on en protège une autre, ou alors on fait ça sur 5, sur 10 ans, et depuis 500 ans ça existe, et c'est une pêche absolument durable. C'est à beaucoup plus petite échelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces pêcheurs-là, comme ils dépendent directement du poisson, ils vont souvent être les premiers à lutter contre soit les gros pêcheurs qui eux détruisent et font diminuer la ressource, soit les projets éventuellement miniers, polluants, de construction, etc. qu'il peut y avoir. Donc ça peut avoir carrément un impact plutôt positif sur globalement l'écosystème, on va dire. Mais ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'il faut manger moins de poissons, je pense, le plus simple à Merci quand même. Bill. Mais c'est moi, madame au fond. Et après on revient par là. Il nous reste 10 minutes. Micro de la voisine, voilà, parfait. Bonjour, vous avez parlé du sommet sur l'océan en juin. Qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on devrait attendre de ce genre de sommet selon vous ? La question qu'on a posée hier à Paul Watson, il a fait un petit rectus. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? La France, deuxième puissance maritime au monde, on a vu qu'avec notamment l'ONG Bloom, en fait, les aires marines protégées françaises ne sont pas si protégées que ça des chalutiers. Qu'est-ce qu'on attend du coup? Des améliorations. On attend de l'authenticité, de la véracité. En fait, il y a quand même un point positif, c'est le fait de parler de ça, parce qu'on parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité, mais il y a une chose aussi, c'est l'effacement de la biodiversité. Donc même ces 2 jours-là, merci à l'Université de la Terre, parler de la biodiversité, c'est extrêmement important, parce que si on arrête ça, c'est une deuxième mort. Donc je ne sais pas, j'ai besoin d'être optimiste, et j'ai besoin de croire qu'il y aura des avancées, mais l'idée c'est quand même de réunir au même endroit plusieurs personnes, peut-être que toutes n'iront pas dans le même sens, mais au moins il y aura la mise en commun d'envie probablement de travailler ensemble, et des choses, j'espère, qui émergeront de ça.
Alexis, allez, si, je te tire les verres du nez. Non, moi je sais pas, parce que en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des sommets, de plus en plus de sommets, régulièrement des sommets, et puis je vois pas d'évolution, donc en fait je me prends. Je sais pas. Bill, ton point de vue scientifique, ne perds pas espoir tout de suite. Moi je dirais on appelle ça des sommets, mais en fait on part de tout en bas. Et l'avantage de partir de tout en bas, c'est que c'est plus facile de monter, quoi. Et c'est vrai qu'avec les ressources marines et leur préservation, enfin d'ailleurs même le terme ressources marines qui est ancré dans le vocabulaire jusqu'au point que je dis ça, alors qu'on pourrait voir ça autrement que comme une ressource. C'est avec la vie marine, le vivant marin et sa préservation, on part de très très bas. Et dès qu'on prend quelques mesures, comme par hasard, les choses s'améliorent. On parlait de ces stations-service en mer de bateaux là, qui font du bruit et qui empêchent les manchots d'aller chasser. Dès qu'il y a eu une légère réduction de cette activité et une légère réduction de la surpêche à la sardine dans certaines zones, comme par hasard, la colonie de manchots qui perdait 10% chaque année depuis 15 ans, donc je vous laisse faire le calcul, même sans être mathématicien, vous voyez que ça dégringole. Comme par hasard, elle s'est mise à remonter. Comme avec le thon rouge il y a 10-15 ans. Le thon rouge, typiquement le thon rouge il y a 10-15 ans. Alors ça, c'est même pas une vraie mesure. C'est-à-dire que quand ils ont signé le quota de thon rouge, quand il était au plus bas, ils donnaient 40% de chance à l'espèce de ne pas s'effondrer, de ne pas disparaître. Et nos politiciens, les décideurs, ont signé un quota qui ne donnait que 40% de chance à l'espèce de ne pas disparaître. Et les scientifiques avaient calculé ça et c'était assez précis. Mais bon, 40% de chance, voilà, c'est la roulette russe, mais 40%, il y a des chances de tomber dans les bons 40%. Et du coup, c'est ce qui s'est passé avec le thon rouge, et aujourd'hui, il est super abondant. Alors, évidemment, les pêcheurs industriels se gargarisent en vous disant c'est parce qu'on a pris des mesures. Les mesures, elles n'étaient pas adéquates, c'est parce qu'on a eu de la chance. Mais effectivement, s'il n'y avait pas eu de mesures, chance ou pas chance, c'était zéro. Donc, là, on voit qu'il y a une certaine résilience et que dès qu'on protège un peu, donc moi, j'attends rien de ce sommet, mais s'il y a une petite mesure qui est prise, ça sera toujours ça. J'ai 3 mains levées ici et je pense que ça va être pratiquement la fin. Donc, madame au premier rang. Merci pour toutes ces informations. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si on dérange moins les animaux marins par la voie des airs, par avion, hélicoptère, drone. Parce que là, ce n'est pas des sons qui sont dans l'eau. Et je voulais savoir. Non, mais on pollue l'air, oui, du coup. Non, mais je crois qu'en fait, c'est pas vraiment un sujet. Quand vous voyez le trafic maritime qu'il y a là-bas, quand on y va avec un petit Zodiac et que la plupart du temps, on est à l'arrêt, parce que c'est comme ça la réalité. La plupart du temps, on est à l'arrêt, dans l'eau, on regarde ce qui se passe. Je pense que c'est un non-sujet. Oui, on essaye d'être toujours très exemplaire quand on est de notre côté, entre guillemets, de notre bord dans cette histoire. Mais il ne faut pas oublier que voilà, pendant que le plongeur va se questionner, le scientifique va se questionner sur l'impact de son petit moteur de 100 chevaux, à côté, il y a des chalutiers industriels qui ont décimé 80% des populations de sardines. Donc bruit ou pas bruit, si le dauphin il a plus à bouffer, il vit plus. À côté de ça, il y a aussi un trafic maritime monstrueux. C'est comme ce qu'on disait sur la Méditerranée. Oui, il y a des opérateurs de whale watching, mais c'est même pas 0,1% du trafic maritime de Méditerranée, entre la plaisance, le fret, etc. Donc c'est pas une raison pour ne pas être exemplaire. Il faut chercher à l'être. C'est en montrant l'exemple aussi qu'on va aider à faire avancer les choses, mais le sujet, il est ailleurs. En fait, ça va dépendre. Par exemple, les femelles qui sont suitées avec leurs petits, elles sont hyper attentives à leur environnement, aussi bien à ce qui se passe dans l'eau que dans l'air. Donc et on sait, il y a des études qui montrent qu'il y a un possible impact des drones. Donc c'est pour ça aussi qu'on demande des permis. Et quand on demande un permis, le scientifique, il doit décrire spécifiquement quelles sont les questions qu'il va poser, quels moyens il va utiliser pour répondre à ces questions, et notamment sur les approches. Donc il faut savoir que il y a, dans nos approches, on garde une distance, on ne va jamais à la rencontre des animaux. Ce sont les animaux qu'on laisse venir ou pas. Et donc ce sont les animaux qui prennent l'initiative. Là, ça change tout. Quand vous laissez aux animaux l'opportunité de venir ou pas, mais de décider aussi de la durée de l'interaction. Et effectivement, certaines publications montrent qu'il y a certains animaux qui sont plus vigilants à ce qui se passe aussi en aérien.
Alors une dernière question vu le temps. Voilà. Merci beaucoup. J'ai 2 questions en une, mais du coup rapide. Première question, au niveau individuel, si vous deviez nous conseiller à tous une action qui permet de protéger l'océan. Donc on a parlé de la consommation de poissons, mais il y a sûrement d'autres choses. Et à un niveau plus macro, moi je travaille à l'Assemblée nationale, j'essaye de travailler sur les sujets océans. Si vous deviez, là d'un claquement de doigts, nous permettre de faire passer une loi qui protégerait l'océan, ce serait sur quel aspect? Plutôt pêche, plutôt AMP, plutôt haute mer? Voilà. Merci. Moi je vous réponds à vos 2 questions. La première, c'est que c'est super, tout le monde peut s'engager. Et s'engager, c'est pas forcément nous donner des milliards d'euros sur ces projets-là, c'est de dire moi au quotidien, je vais faire ma petite action, soit pédagogique, soit à une association et participer à des projets ou à du partage de connaissances. Et ça, si tout le monde se met à jouer ce jeu-là, ça peut être super efficace. Et après, à l'Assemblée nationale, il faut des super aires marines protégées, ça serait vraiment bien, des vrais. Comme celle, comme celle dont parlait Bill. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, le prochain projet sur lequel on va travailler, c'est un projet sur l'héritage, et on travaille sur une aire marine protégée qui a un cantonnement de pêche, ce que tu disais. C'est-à-dire que c'est un lieu de pêche qui est mis en place par des pêcheurs. Ça va être réalisé dans la région de Saint-Raphaël. Et c'est un truc qui est vraiment hyper efficace en fait. Hein. On attend qu'il y ait quelque part trop de poissons entre guillemets dans l'aquarium. Donc les poissons vont forcément sortir de ces zones parce qu'il y a une biomasse trop importante. Et les pêcheurs travaillent qu'à l'extérieur de ces réserves. Donc les réserves sont abondantes et les pêcheurs heureux. Dernier tour de table. Rapidement. Pareil, je pense qu'avoir des aires marines protégées qui le soient réellement protégées, et ensuite, ça serait la possibilité de donner des moyens aux personnes qui sont là pour contrôler les mesures qui sont prises, de pouvoir agir en ce sens, parce que je pense qu'il y a une grosse lacune à ce niveau-là. Et les contrôles, et l'occasion de soutenir à nouveau l'Office français pour la biodiversité, qui subit de nombreuses attaques, mais qui est en fait le seul garant, parce que les lois c'est une chose, mais s'il n'y a pas de contrôle, on le voit dans des régions comme en Afrique, où souvent il y a des lois qui sont bien, mais il n'y a absolument personne pour les faire contrôler. Donc heureusement qu'on a une police de l'environnement, et il en faudrait beaucoup plus. Pour ce qui est, on a parlé des aires marines protégées, donc si je devais proposer du coup une autre mesure, mais qui ressemble beaucoup, je parlerai du Golden Mile, qui a été implémenté aux États-Unis. Alors c'est rare que les États-Unis nous donnent des leçons en matière d'écologie, mais pour ce qui est de la préservation de la vie marine et de la lutte contre la surpêche, bizarrement ils sont assez en avance par rapport à nous. Et donc le Golden Mile, c'est 1 mile, donc c'est à peu près 2 km, un peu moins que ça, entre 1,5 km et 2 km le long de toutes les côtes. En l'occurrence des États-Unis et du Canada, mais on pourrait très bien faire ça en France, au moins sur quelques côtes, où sur cette bande côtière, les filets sont interdits. Alors ça a l'air de pas grand-chose, 1 mile, mais en fait ce mile-là, il est critique, parce que c'est toute la zone où il y a le nourrissage des poissons, les jeunes poissons, les juvéniles, certaines espèces qui vont se reproduire, d'autres qui vont passer, typiquement tous les poissons migrateurs comme les saumons, passent dans ce corridor des 1 mile, et c'est là qu'à peu près 90% de leur population se fait décimer par les filets, avant même qu'ils arrivent aux rivières et aux barrages. Donc pour ces espèces-là, c'est absolument critique. Pour d'autres, comme les poissons plats, c'est là que les juvéniles vont grandir, donc c'est moins critique, mais c'est quand même assez important. Et si on limitait, il y a d'autres types de pêche, et on pourrait très bien autoriser au casier, à la ligne, etc. Mais si au moins on interdisait ce mile-là au filet, ça permettrait de vraiment arranger les choses. Voilà. Merci infiniment. Waouh. Merci Bill, merci Fabienne, merci Alexis. Et merci à tous. Si vous avez encore des questions pendant qu'ils partent, n'hésitez pas à appeler les speakers. Merci infiniment. Je vous souhaite encore une très belle Université de la Terre.